Imagine recevoir chaque mois une liasse de 700 balles à la seule condition d'exister. Exister, cette magnifique course à la vie est notre plus belle victoire, mais... Passons. Parce que dans cet épisode, on va parler du revenu de base. Pour la moitié d'entre nous, au moins une partie de nos revenus vient directement du travail. Mais notre capacité à travailler est impactée par plein de facteurs dont certains sont hors de notre contrôle, comme la chute des bras. Un chocolatier qui perd ses bras va avoir beaucoup plus de mal à faire du chocolat. Comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Ce chocolatier risque donc de perdre son travail et le revenu lié à ce travail. Pour éviter que cette perte de revenus soit une condamnation à mort, on a mis en place des mécanismes d'assurance comme l'allocation chômage, les systèmes de retraite, les pensions d'invalidité, etc., etc. Et ça, tous les pays développés le font, et la plupart des pays émergents en font même une priorité. Parce que transporter des pauvres morts dans une brouette, c'est généralement pas ce qui booste l'économie d'un pays du tout. Ces aides et allocations étaient mises en place une par une, un peu au pif pour certaines, mais toujours pour essayer de répondre aux besoins du moment. Du coup, aujourd'hui, on hérite d'un patchwork de trucs qui redistribuent la richesse produite, et si on compare ce système à un logiciel, on serait peut-être à la version 1.469. Beaucoup attendent la version 2.0 de ce système, les militants du revenu de base en font clairement partie. Parce que depuis le temps, on a beaucoup appris, et on sait maintenant que certaines choses marchent plutôt bien, et que d'autres, pas du tout. Une chose qui commence à ne plus marcher du tout, c'est la prise en compte de l'explosion des parcours de carrière. Parce qu'avant, une carrière c'était relativement simple. En gros, c'était ça, ou ça. Maintenant, c'est plus un truc comme ça. Quand même. Parce que nos carrières englobent plein de contrats différents, sont entrecoupés de périodes de formation ou de chômage, alors que notre système de redistribution est encore conçu avec les trous du modèle d'avant. Un modèle conçu à une époque où les carrières étaient soit rondes ou carrées et où le chômage était quasiment inexistant. La situation a bien changé, et aujourd'hui il faut forcer comme un taré pour rentrer dans les trous ou y faire des coupes bizarres pour arriver à faire passer des gens qui sont pas tout à fait tout ronds ou pas tout à fait tout carrés. Et ça génère des situations aussi complexes qu'absurdes. On a tous entendu parler de la situation du chômeur qui hésite à prendre un petit boulot, de peur de perdre une partie de ses aides et de voir son revenu diminuer. Sans compter le temps nécessaire qu'il faut pour mettre à jour sa situation, ce qui signifie file d'attente, formulaire A, B, jaune, 936B, rendez-vous avec les conseillers de gauche, de droite et de tous les contrôles qui doivent avoir lieu pour vérifier qu'on est bien éligible au 36 590. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Pour les usagers comme pour le système, cette complexité a un coût qui pourrait peut-être être utilisé à quelque chose de bien plus intéressant. La question c'est donc de savoir si le bénéfice de cette complexité est plus important que son coût. Cette volonté de simplification du système de redistribution est un des chemins qui peut amener à l'idée du revenu de base. Mais avec tout ça, je n'ai toujours pas défini ce qu'est le revenu de base. C'est un revenu individuel, inconditionnel, pour subvenir aux besoins de base. Un revenu individuel, c'est du cash versé par l'État pour une personne. Inconditionnel, donc sans condition, quelle qu'elle soit. Tout le monde reçoit un revenu du même montant. Que tu aies un job ou pas, même montant. Que tu sois trader ou caissière, même montant. Que tu aies 7 ou 77 ans, même montant. Donc tu reçois ce revenu quoi qu'il arrive, et si t'en veux plus, tu trouves un job. Quant aux besoins de base, c'est à peu près ça, là. Ça veut dire assez pour se loger, se nourrir et se vêtir. En France, ça veut dire que tout le monde va recevoir un montant supérieur à 500 € par mois. Et certains souhaitent voir un revenu de base plus élevé de 800, 1000 ou plus d'euros. Mais si on était dans une salle, à ce moment, quelqu'un se serait levé pour nous dire que c'est une idée utopique, impossible à financer. Que ça veut dire donner autant d'argent aux riches qu'aux pauvres et que plus personne ne va travailler si on commence à distribuer de l'argent comme ça. Au niveau du financement, si on rajoute ce revenu à toutes les aides existantes, non, c'est pas possible, sauf à s'endetter ou à imprimer des liasses en masse. Mais ça, c'est pas l'idée. Il s'agit simplement de remplacer les aides existantes par ce nouveau revenu. Le RSA, le chômage, les allocations familiales, les pensions de je sais pas trop quoi et tous les autres trucs, on met tout ça dans une piscine à la Picsou, on divise la piscine par le nombre d'habitants et... voilà. Je suis bien d'accord. Donner autant aux riches qu'aux pauvres, c'est un peu contre-intuitif. Mais l'idée, c'est de combiner ça avec une taxation progressive, comme vous pouvez le voir ici. Pour plus de détails sur la manière dont ça marche exactement, je vous encourage à aller voir les vidéos de Marc de Basquiat, qui est le théoricien de la chose en moins. J'ai entrepris de faire une thèse de doctorat en économie sur ces questions-là. Mais se pose la question de l'impact sur le travail, et on en revient aux incitations économiques dont j'ai parlé ici. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas pendant un certain temps, on a le risque de perdre pratiquement tous ses revenus et de finir à la rue assez rapidement. Ça, c'est de l'incitation. Avoir un revenu garanti sans travailler peut modifier notre rapport au travail. Va-t-on encore travailler ou accepter des boulots un peu relous?
Il y a bien quelques études qui laissent penser que l'impact sur le travail ne serait pas si important que ça. Les motivations pour travailler sont nombreuses. C'est une activité valorisante qui crée du lien social et puis ça permet d'avoir plus d'argent que le minimum. Et puis d'autres études montrent que le revenu de base pourrait avoir des impacts positifs sur la pauvreté, la poursuite d'études ou la criminalité. Mais ça, c'est encore des suppositions. Si des expériences légèrement similaires au revenu de base ont eu lieu en Asie, en Afrique, au Canada et aux USA, ces expériences sont malgré tout trop loin d'un revenu de base pour en tirer des conclusions vraiment pertinentes. Du coup, on connaît finalement assez mal les effets même plutôt directs de cette idée. En fait, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que le revenu de base a beaucoup de soutien. Parce qu'en plus d'apporter une solution à la complexité de notre système, il pourrait répondre à d'autres enjeux très actuels. Comme le rééquilibrage des rapports employés-employeurs, comme un moyen de répondre à l'automatisation de la production et au chômage de masse, et comme un droit des citoyens à un revenu de subsistance. La difficulté maintenant, c'est de passer de l'utopie à la réalité. Et ça, c'est un processus relativement compliqué. Encore plus compliqué que de vouloir amener des voitures sans chauffeur sur la route. Parce que sur le papier et les circuits de test, tout marche parfaitement. Pas un accident. Mais dès que tu les mets sur des vraies routes, en contact avec des vrais humains, tu te rends compte que ça plante quand même un petit peu. Bien sûr, on justifie ça en disant que c'est pas de la faute des voitures sans chauffeur, c'est les conducteurs humains qui sont un peu trop adeptes du what the fuck. Et en théorie, c'est vrai, c'est jamais la faute du système. Il est toujours parfait et c'est les humains qui sont toujours un peu trop cons pour rentrer dans les comportements qui y sont définis. De la même manière, on peut attendre du revenu de base qu'il soit la solution à tous nos problèmes. Mais comme pour les voitures sans chauffeur, il faut bien prendre en compte les comportements humains au sein de ce système. Quelques villes des Pays-Bas sont en train de le faire. Une étude qui pourra peut-être montrer les effets d'une telle mesure dans un pays développé. Le problème, c'est que cette étude est relativement limitée, et si vous voulez comprendre pourquoi, je l'explique dans la description. Alors plutôt que d'être pour ou contre le revenu de base, il me semble beaucoup plus intéressant d'être pour une expérimentation de cette idée et des idées économiques en général. Comment le mettre en œuvre? Vous avez un bel exemple avec Esther Duflo, ici, et ce sera le sujet d'un prochain épisode. C'était Stupid Economics. sur ce... Tu peux liker, tu peux facebooker, tu peux le tweeter, tu peux en parler, tu peux le retweeter, tu peux rigoler, tu peux commenter, tu peux pas, 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 tu peux partager.